Ma mère m'a ignoré, pendant des années. À Noël, j'ai dit, je l'ai vendu. Mon frère a ri, cette application sans valeur. Combien? J'ai dit, 150 millions d'euros. Sa mâchoire s'est décrochée. Maman a pâli. Je m'appelle Manon et j'avais 26 ans la dernière fois que je me suis assise à la table de Noël de ma mère et que j'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie à être traité comme un élément de décor. Le choc n'était pas qu'elle ne me voyait toujours pas. C'était que j'avais enfin prononcé une phrase qu'elle ne pouvait pas ignorer. Quoi qu'il en soit, ce dîner de Noël n'a pas commencé comme une histoire de vengeance. Il a commencé comme tous les autres. De la nourriture chaude, une gaieté forcée et les mêmes vieux rôles familiaux déjà attribués avant même que quiconque ne s'assoie. J'ai pris l'avion pour retourner dans ma ville natale, en périphérie de Lyon. Après des années à garder mes visites courtes et polies, parce que quelque chose en moi voulait une preuve, la preuve que je n'imaginais pas ce schéma, la preuve que je n'étais pas juste trop sensible. La preuve que la petite fille que j'étais avait vraiment vécu dans une maison où l'amour avait un système de classement. Je n'avais rien dit à ma mère, Béatrice, sur ma vie, au-delà de sa version la plus sûre. Je lui avais dit que j'étais occupé, que le travail allait bien, que je pouvais passer pour Noël si elle le voulait. Elle a répondu plus vite que prévu, presque excitée, et elle a ajouté une ligne qui m'a indiqué que rien n'avait changé. Lucas sera là aussi. Ce sera comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps. Cette phrase semblait toujours douce aux autres. Pour moi, elle sonnait comme un avertissement. J'ai réservé un hôtel près de l'aéroport au lieu de dormir chez elle. Et même ce choix ressemblait à une rébellion silencieuse, comme si je choisissais enfin une porte qui m'appartenait. La veille de Noël était grise et humide, le genre de froid qui ne mord pas, mais qui persiste. Je me suis installé dans une chambre propre, sans photo de famille ni souvenir d'enfance piégés dans les murs. Et je suis resté là un moment, juste à respirer, parce que je n'avais jamais réalisé à quel point c'était épuisant de dormir à l'intérieur de la version de vous que quelqu'un d'autre a créée. Le lendemain, j'ai conduit une voiture de location à travers des rues familières qui semblaient plus petites que dans mes souvenirs, passant devant des trottoirs fissurés et un parc qui semblait avoir rétréci chaque année, de la même manière que ma place dans cette famille. La maison de Béatrice avait toujours cette peinture fatiguée et la même pelouse trop arrosée, sauf que maintenant, il y avait des rennes en plastique bon marché devant. L'un d'eux était tordu, comme s'il avait essayé de se lever et avait échoué. La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. Béatrice portait son tablier de fête, les joues chaudes à cause du four. L'odeur de la dinde et de la cannelle s'échappait derrière elle comme une invitation qui ne m'était pas vraiment destinée. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, de la façon dont on étreint quelqu'un avec qui on essaie d'être poli, et elle a reculé pour me scanner comme si elle cherchait des changements à commenter. « Tu as tellement grandi », a-t-elle dit. Et puis, sans faire une pause assez longue pour que je réponde, elle a posé la seule question qu'elle posait jamais vraiment sur ma vie, le travail se passe toujours bien? Toujours dans tes trucs d'informatique? J'ai dit oui parce que la vérité n'avait jamais eu de place pour vivre dans cette maison. Elle a hoché la tête comme si elle avait confirmé ce dont elle avait besoin. Et puis elle s'est immédiatement illuminée de la façon dont elle le faisait toujours lorsqu'elle était sur le point de parler de mon frère. Lucas va tellement mieux, a-t-elle dit, sa voix montant comme si les mots avaient un goût plus sucré. Il a une nouvelle idée, une vraie cette fois. Tu verras. Je suis si fier de lui. Je suis entré et la maison m'a frappé avec le même mélange de confort et d'effacement qu'elle avait toujours eu. Le sapin était fait. Les décorations étaient les anciennes, mais les murs racontaient toujours la même histoire. Des photos encadrées de Lucas en uniforme de sport, Lucas à sa remise de diplôme, Lucas en costume à un événement de réseautage qu'il n'avait probablement même pas apprécié. Je n'ai pas vu une seule photo de moi. Pas une seule. Il y avait une photo d'enfance où j'existais, mais seulement techniquement. Lucas centré sur un vélo neuf brillant, le bras de ma mère autour de lui, et moi flou au bord du cadre comme si j'étais entré dans la photo par accident. Je ne me sentais pas blessé comme avant. Je me sentais lucide, comme si quelqu'un avait enfin nettoyé un miroir embué. Béatrice a appelé vers le salon, « Lucas, ta sœur est là. » Et j'ai entendu le traînement de pieds paresseux avant qu'il n'apparaisse. Il était étalé sur le canapé comme s'il payait un loyer, une chaussette mise et l'autre non, une bière à la main, regardant le foot avec le volume trop fort. Il a coupé le son de la télé et s'est levé avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, me regardant de haut en bas comme s'il inspectait quelque chose qu'il ne respectait pas. « Eh bien, regardez qui voilà », a-t-il dit.
Et c'était le même ton qu'il avait depuis que nous étions enfants. Mi-amusé, mi-méprisant. Toujours célibataire, toujours enfoui dans ton petit truc d'application? Béatrice observait mon visage comme si elle attendait que je joue l'ancien rôle et que j'en ris. Pour faciliter les choses pour tout le monde. J'ai souri poliment. Content de te voir aussi, ai-je dit. Parce que je n'étais pas là pour me battre. J'étais là pour observer. En moins de 10 minutes, Béatrice m'avait déjà tendu un torchon comme si c'était ma place naturelle d'être utile. Tu peux aider pour la salade? A-t-elle demandé. Et elle l'a dit comme si nous étions une petite équipe heureuse, comme si elle n'avait pas passé des décennies à s'assurer que je restais à l'arrière-plan. Elle s'est versé du vin, puis a versé un verre à Lucas comme si c'était automatique, comme si ses mains le faisaient avant même que son cerveau n'ait à penser. Pour moi, elle a pointé l'évier. De l'eau. C'était une si petite chose, mais c'est comme ça que le favoritisme vit. Il ne crie pas toujours. Il se répète simplement. J'ai coupé des légumes pendant que Béatrice et Lucas parlaient de son grand projet. Une nouvelle idée d'entreprise, expliquait-il comme un homme présentant un chef-d'œuvre. Et Béatrice acquiesçait comme s'il avait déjà réussi. Personne n'a demandé où je vivais maintenant. Personne n'a demandé si j'avais pris l'avion. Personne n'a demandé à quoi ressemblaient mes journées, quel était réellement mon travail, ce que j'avais construit. C'était comme si je n'avais pas vieilli du tout dans leur esprit. J'étais toujours la calme, laide, la chaise supplémentaire à la table. Et ce qui m'a surprise, c'est que je ne me sentais plus désespéré de changer cela. Je me sentais presque détaché, comme si je regardais une pièce de théâtre que j'avais trop vue pour être impressionné par le jeu des acteurs. Quand Béatrice nous a enfin appelés à table, mon corps a réagi avant mon esprit. Mon pouce est accéléré, mes épaules se sont tendues parce que mon système nerveux se souvenait encore de ce que cela signifiait de s'asseoir à cette table et d'attendre d'être ignoré. Le plan de table était le même que toujours. Lucas à un bout, Béatrice près de lui, moi sur le côté comme une pensée après coup. Je me suis assise à mon ancienne place, et je me suis laissé vraiment tout absorber. Les rires qui tournaient toujours autour de lui. La façon dont Béatrice lui passait les plats en premier. La façon dont elle regardait son visage pendant qu'il parlait, comme si elle avait besoin de son approbation pour respirer. Lucas s'est lancé dans son idée. Quelque chose à propos d'une boutique d'équipement de sport en ligne, un marché grand ouvert, tous les mots habituels que les gens utilisent quand ils veulent avoir l'air de déjà gagner. Béatrice continuait de dire des choses comme « je lui ai dit que je l'aiderais ». Et elle le disait comme une annonce fière, comme si elle investissait toujours en lui comme elle l'avait toujours fait. Mon nom entrait à peine dans la pièce. J'aurais pu être un centre de table. Puis Béatrice s'est finalement tournée vers moi et son ton était le même que celui qu'elle utilisait lorsqu'une caissière demandait si elle voulait un reçu. Alors Manon, a-t-elle dit en coupant sa dinde, tu fais toujours ton boulot d'informatique, n'est-ce pas? Tu travailles toujours sur cette application. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas de colère, pas de tristesse, juste une certitude. J'ai posé ma fourchette et gardé ma voix neutre. Ouais, ai-je dit, j'y travaille toujours. Elle a souri, soulagée, parce que cette réponse signifiait qu'elle n'avait rien d'autre à demander. Tant que tu paies tes factures, a-t-elle dit comme si c'était la barre la plus haute qu'elle n'ait jamais imaginée pour moi. Lucas a souri en coin dans son verre, savourant le moment comme il le faisait toujours. Elle va bien, maman, a-t-il dit, et puis il m'a regardé droit dans les yeux avec cette même suffisance qu'il portait depuis l'enfance. Toujours en train de perdre ton temps sur cette boîte sans valeur. Et il était là, le mot qui m'avait suivi comme une ombre. Sans valeur. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste laissé le silence s'installer un temps plus long que la normale. Assez longtemps pour que la pièce remarque que je ne jouais pas le jeu. Puis j'ai haussé les épaules comme si je commentais la météo. Si vous voulez comprendre pourquoi je pouvais m'asseoir à cette table et dire je l'ai vendu comme si cela ne signifiait rien, vous devez comprendre ce qu'il m'a fallu pour devenir le genre de personne qui a cessé de demander la permission d'exister. Je n'ai pas grandi avec le genre de dynamique familiale où l'amour était partagé équitablement, comme un repas normal qu'on se passe. Dans notre maison, l'amour était une stratégie d'investissement, et ma mère avait décidé très tôt qu'il valait la peine qu'on s'y consacre. Lucas avait 5 ans de plus que moi. Et dès le début, il n'était pas juste mon frère. Il était la pièce maîtresse.
L'enfant dont elle parlait comme d'une prophétie. Celui que les proches applaudissaient avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit. J'ai appris cette réalité quand j'étais petite, assez jeune pour croire encore que les adultes étaient justes. Je me souviens d'avoir eu 8 ans, debout près de l'encadrement de la porte de la cuisine avec un gobelet bon marché à la main, regardant son anniversaire se dérouler comme une cérémonie de remise de prix. Béatrice avait traîné un vélo tout neuf dans la cour, assez brillant pour avoir l'air cher, et les voisins sont sortis pour le regarder rouler comme si c'était un symbole de son avenir. Les gens disaient des choses comme « il ira loin ». Et ma mère rayonnait comme si elle avait déjà gagné. Elle le serrait fort, chuchotant à quel point elle était fière. Comme si le monde entier avait de la chance d'être témoin de son fils. J'étais quelques pas derrière, dans un vieux t-shirt qui ne m'allait pas bien et personne ne m'a demandé de figurer sur les photos. Personne n'a même remarqué que je n'y étais pas. C'était la première leçon dont je me souviens clairement. Dans notre famille, Lucas n'était pas seulement aimé. Il était célébré et moi, j'étais toléré. Ses anniversaires étaient des fêtes, des thèmes, des ballons, des week-ends construits autour de lui. Les miens étaient tout ce que ma mère pouvait caser entre ce qu'elle faisait pour lui. Généralement un gâteau de supermarché, quelques bougies et ses excuses, comme si je devais être reconnaissante qu'elle s'en soit souvenue tout court. Une année, pour son diplôme, ils l'ont emmené faire un grand voyage. Un de ces cadeaux qu'on ne reçoit qu'une fois dans une vie, qui n'était en réalité que la preuve de jusqu'où elle était prête à aller pour lui. Pour mes étapes importantes, j'avais des enveloppes d'argent liquide laissées sur le comptoir comme un paiement. Quand il a atteint l'âge scolaire, Béatrice s'est battue pour le faire entrer dans une école privée qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Il avait des uniformes impeccables, des chaussures neuves, des tuteurs, du sport, des cours de musique, des programmes d'été qui coûtaient plus cher que notre voiture. Je suis allé à l'école publique locale avec des murs qui s'écaillaient et des manuels scolaires plus vieux que moi. La différence n'était pas cachée. Elle était juste là, au grand jour. Et quand j'étais assez jeune pour demander pourquoi, Béatrice me tapotait l'épaule de cette façon qui semblait douce jusqu'à ce qu'on réalise que c'était du rejet. Elle disait, « Lucas a besoin de plus de stimulation. Il est vraiment intelligent. Il a tellement de potentiel. » Puis elle me souriait comme si elle me rendait service et ajoutait, « Toi, tu vas bien, Manon. Tu t'en sortiras. » Au début, cela ressemblait à de la foi, comme si elle croyait que je m'en sortirais. Mais au bout d'un moment, j'ai compris ce que cela signifiait vraiment. Tu t'en sortiras était sa façon de dire tu ne nécessites pas d'effort. C'était sa façon de justifier pourquoi elle pouvait tout verser sur lui et se sentir quand même comme une bonne mère. Mon père était là techniquement. Il travaillait de longues heures dans la finance et rentrait fatigué. Le genre de fatigue qui vous rend passif. Quand il était là, il laissait Béatrice gérer la maison parce que c'était plus facile ainsi. Elle prenait les décisions. Elle contrôlait l'argent. Elle gérait le récit familial. Et j'ai appris tôt que la hiérarchie n'avait pas besoin d'être dite pour être appliquée. Lucas au centre, Béatrice en orbite autour de lui, mon père sur la touche, et moi quelque part sur le bord tant que je ne faisais pas de bruit. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai arrêté de demander des choses parce que j'avais déjà appris quelle serait la réponse. Si Lucas voulait quelque chose, la réponse était oui. Si je voulais quelque chose, la réponse était un soupir, un délai et finalement le genre de peut-être plus tard qui signifiait jamais. J'ai arrêté de courir dans le salon avec mes notes d'examen parce qu'elle ne levait jamais les yeux assez longtemps pour vraiment les voir. Elle était toujours en train d'envoyer un email à l'un des professeurs de Lucas, de le conduire à l'entraînement, de budgétiser sa prochaine opportunité. Quand j'avais besoin de quelque chose d'aussi simple que des livres supplémentaires ou des fournitures, elle me le faisait justifier comme si je demandais du luxe. Alors, j'ai compris comment avoir besoin de moi. J'ai appris à faire les choses moi-même parce que compter sur eux ressemblait à mendier des miettes. J'ai commencé à m'enseigner les compétences de base de la vie grâce à des vidéos en ligne. Non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit, mais parce que je savais que personne ne viendrait me sauver. Au collège, j'ai pris de petits quarts dans un café près de l'école, lavant la vaisselle, essuyant les comptoirs, faisant tout ce qu'il laissait faire à un enfant, et j'ai économisé chaque pourboire. Cet argent est devenu mon premier ordinateur portable d'occasion plus tard. Et je me souviens encore à quel point il me semblait lourd quand je l'ai ramené à la maison, comme si je m'étais enfin acheté un morceau de liberté. Je n'étais pas en colère tout le temps à l'époque. C'est ce que les gens supposent, que les enfants négligés grandissent furieux et bruyants. Je ne l'étais pas.
J'étais calme, observatrice. J'ai commencé à remarquer chaque petit moment qui confirmait la vérité, et je les stockais. Pas comme une liste pour se venger, mais comme la preuve que je ne pourrais jamais construire ma vie sur eux. Au dîner, la conversation appartenait toujours à Lucas. Ses matchs, ses notes, ses rêves. J'étais là, mais je n'étais pas l'histoire. J'étais la chaise supplémentaire. Et quelque part dans ces années-là, quelque chose en moi s'est ajusté comme un interrupteur qu'on bascule. J'ai arrêté d'essayer d'être choisi. Et j'ai commencé à concevoir une vie où être négligé ne me détruirait pas. Je ne le savais pas à l'époque, mais le rôle que je portais, celui de l'autonome, celle qui demande peu d'entretien, celle qui facilitait la vie de tout le monde, se transformait lentement en autre chose. Il se transformait en endurance. Et l'endurance, quand on arrête de la gaspiller pour les mauvaises personnes, devient un pouvoir. Plus je vieillissais, plus je réalisais que le problème n'était pas que ma mère ne me remarquait pas parfois. Le problème était qu'elle avait construit un système où je n'existais que lorsque je pouvais être utile, silencieuse ou pratique. Peu importait à quel point je réussissais à l'école, à quel point je devenais responsable, le peu de problèmes que je causais. Dans son esprit, Lucas était l'investissement et j'étais l'arrière-plan fiable. Il était l'enfant en qui elle avait besoin de croire. J'étais l'enfant dont elle supposait qu'elle survivrait sans elle. Et parce que j'ai survécu, parce que je me suis adapté, parce que j'ai appris à faire les choses seule, elle a utilisé cela comme preuve qu'elle avait raison de me donner moins. C'est comme ça que le favoritisme reste propre dans la tête d'un parent. Ils ne disent pas « j'aime un enfant plus que l'autre ». Ils disent « cet enfant a plus besoin de moi ». Ils disent « celle-ci s'en sortira ». Ils le disent avec un sourire, comme si c'était un compliment, comme s'ils vous bénissaient avec de la force. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est vous donner l'abandon et appeler ça de l'indépendance. Le schéma apparaissait dans des centaines de petits moments qui sembleraient mesquins si je les énumérais à voix haute, ce qui est exactement pourquoi cela fonctionne. Les gens ne prennent pas au sérieux la mort par coupure de papier jusqu'à ce qu'ils voient le tissu cicatriciel. Quand Lucas avait besoin de quelque chose, cela arrivait immédiatement et sans débat. Un nouvel ordinateur portable, des cours particuliers supplémentaires, des frais de club, un voyage le week-end, un costume pour un stage, un téléphone de remplacement parce qu'il en avait besoin pour le réseautage. Béatrice ne se contentait pas de fournir, elle fournissait trop. Elle lui donnait des surclassements, des coussins, des secondes chances, et appelait cela du soutien. Quand j'avais besoin de quelque chose, même de basique, elle traitait cela comme une négociation, comme si je lui demandais de me choisir plutôt que lui. Alors que tout ce que je demandais, c'était d'être traité comme si j'existais, j'ai appris à baisser la voix avant même de parler. J'ai appris à demander d'une manière qui ne ressemblait pas à une demande. C'est pas grave sinon. T'inquiète pas. Je peux me débrouiller. J'ai dit ces phrases si souvent qu'elles sont devenues ma personnalité. Je ne réalisais même pas que je le faisais jusqu'au jour où j'ai eu 17 ans et qu'un professeur m'a offert la chance d'assister à un atelier le week-end qui aurait aidé pour les inscriptions à la fac. Et les frais n'étaient même pas chers. Mais ma mère m'a quand même regardé comme si j'avais demandé des vacances. Elle n'a pas dit non directement. Elle a fait pire. Elle a soupiré et a demandé si j'en avais vraiment besoin. Puis, la même semaine, Lucas a mentionné qu'il voulait essayer un nouveau programme et elle a trouvé l'argent sans cligner des yeux. C'est le moment où j'ai cessé de croire que la famille avait des limites. La famille n'avait de limites que pour moi. Mon rôle était prévisible. J'étais celle qui comblait les lacunes. J'étais celle qui n'exigeait rien. J'étais celle qui aidait sans qu'on le lui demande. Si Béatrice avait besoin de quelqu'un pour surveiller la maison, je le faisais. Si elle avait besoin de quelqu'un pour nettoyer après une fête pour Lucas, je le faisais. Si elle avait besoin de quelqu'un pour faire des courses pendant qu'elle se concentrait sur lui, je le faisais. Et elle m'aimait le mieux quand j'étais utile et silencieuse. Je pouvais le sentir. Son humeur envers moi s'améliorait quand je lui facilitais la vie. À la seconde où j'avais besoin d'attention ou d'espace, sa patience s'épuisait. C'était subtil, presque poli, ce qui rendait la chose si difficile à accuser. Quand votre mère n'est pas cruelle à voix haute, quand elle ne crie pas, ne frappe pas ou ne vous insulte pas, vous commencez à remettre en question votre propre réalité. Vous commencez à penser que peut-être vous êtes dramatique, peut-être que vous êtes jalouse, peut-être que vous êtes ingrate. Et c'était ça le piège. Le schéma n'était pas assez fort pour être appelé de la maltraitance,
mais il était assez constant pour façonner tout mon système nerveux. J'ai appris à m'asseoir au bord des pièces. J'ai appris à attendre que les conversations m'incluent et ensuite à arrêter d'attendre quand elles ne le faisaient jamais. J'ai appris à manger le dîner en les écoutant parler de Lucas comme s'il était le seul avenir qui valait la peine d'être discuté. J'ai appris à me célébrer tranquillement parce que quand j'essayais de partager de bonnes nouvelles, cela tombait comme une nuisance. Si je rentrais à la maison avec un vin, Béatrice me donnait le même sourire rapide qu'elle donnerait à la photo de bébé d'un étranger. C'est bien, chérie. Puis elle retournait directement à l'emploi du temps de Lucas, aux besoins de Lucas, au potentiel de Lucas. Elle ne me détestait pas. C'est la partie qui rendait tout cela si confus. Elle ne me donnait juste pas la priorité. Et avec le temps, ne pas être prioritaire se transforme en ne pas être vu. Cela vous transforme en quelqu'un qui cesse d'attendre de la chaleur, cesse d'attendre de la protection, cesse d'attendre des soins. Et les gens pensent que cela vous rend fort. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend prudent. Cela vous rend silencieux. Cela vous fait arrêter de tendre la main. C'est comme ça que je suis devenu l'enfant facile, celle qui demande peu d'entretien, celle qu'elle pouvait ignorer sans conséquence. Et la partie la plus malsaine est que Lucas a appris ce schéma aussi. Il a appris que la maison tournait autour de lui, que le dévouement de ma mère était garanti, et que j'étais la chaise supplémentaire qui s'adapterait toujours. Il a grandi en me regardant accepter moins, et il a interprété mon silence comme une permission. Donc, au moment où nous étions adultes, la façon dont il me traitait n'était même plus personnelle. C'était automatique. Il me parlait comme si j'étais derrière lui dans la hiérarchie parce qu'on ne lui avait jamais appris le contraire. Il pouvait se moquer de mes intérêts, minimiser mon travail, qualifier mon entreprise de sans valeur, et il se sentait en sécurité pour le faire parce qu'il savait que Béatrice ne le corrigerait jamais. Dans son monde, sa confiance comptait plus que ma dignité. Et c'est ce qui a finalement fait que tout s'est mis en place pour moi. Ce n'était pas seulement que j'étais négligé. J'étais utilisé comme contraste, comme la preuve que Lucas était spécial, comme la sœur silencieuse qui le rendait plus brillant. J'étais l'atterrissage en douceur qui rendait l'ego de tous les autres stable. Et une fois que j'ai vu cela clairement, une fois que j'ai arrêté de romancer ma mère et commencé à la regarder comme une personne avec des choix, la douleur a changé de forme. Elle a cessé d'être de la tristesse et a commencé à devenir quelque chose de plus froid. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste une certitude privée que je ne construirai plus jamais ma vie à l'intérieur d'un système conçu pour me garder petite. Cette prise de conscience ne m'a pas rendue bruyante. Elle m'a fait disparaître exprès. Elle m'a fait retirer mon besoin de comme quelqu'un retire lentement de l'argent d'un compte qu'il sait qui sera éventuellement vidé. J'ai arrêté de partager. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté d'espérer. Et plus j'arrêtais, plus il devenait évident à quel point il s'accrochait peu à mon existence en premier lieu. Au moment où je suis parti pour l'université, je ne l'ai pas fait avec drame. Je n'ai pas claqué les portes ou fait des discours sur l'injustice de tout cela. Je suis juste parti tranquillement comme quelqu'un qui avait appris que mendier de l'amour enseigne seulement aux gens qu'ils ont le droit de le rationner. J'ai été accepté dans un programme solide à Lyon. Informatique, bourse partielle. Et je me souviens m'être assise sur le bord de mon lit en relisant l'email jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Pas parce que je pensais que c'était un miracle, mais parce que cela ressemblait à la première porte que j'avais jamais ouverte moi-même. Je suis entré dans la cuisine pour le dire à ma mère, et elle a souri à l'écran comme si c'était un bulletin météo. C'est super, chérie, a-t-elle dit. Et avant même que la chaleur ne puisse s'installer, elle a demandé si je pouvais l'aider à relire un email pour l'un des professeurs de Lucas. C'était ma confirmation. Même mon évasion n'était qu'une pause entre sa concentration sur lui. Une semaine plus tard, Lucas est entré dans une grande école d'élite et la maison s'est transformée en stade. Les proches sont venus. Il y avait des bannières, du champagne, des photos, des larmes. Béatrice parlait de son avenir comme s'il appartenait à toute la famille, comme si son succès était un héritage partagé. Quand il a été temps pour moi de déménager, elle m'a serré dans ses bras sur le trottoir, a dit qu'elle était fière, et est partie parce qu'elle était en retard. Quand il a été temps pour lui de partir, elle a pris l'avion avec lui, a porté des cartons jusqu'à sa résidence, a décoré sa chambre et a posté un album entier en ligne comme si elle envoyait un prince dans son royaume. Ce contraste aurait pu me briser si j'avais encore essayé de la gagner. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi était déjà en train de changer. Je n'attendais plus de justice.
Je collectais des informations. J'ai emménagé dans un appartement exigu près du campus avec des colocataires qui étaient bruyants, gentils et fauchés comme moi. Ma bourse couvrait une partie de mes frais de scolarité, mais pas assez pour prétendre que j'avais un filet de sécurité. Alors, j'ai travaillé. J'ai pris un emploi dans une chaîne de café à quelques rues du campus et je me réveillais avant le lever du soleil, j'enfilais ce tablier, je passais mes matinées à sourire à des gens qui ne me remarquaient pas, puis je me précipitais aux cours magistraux avec des taches de caféine sur mes manches. Je m'asseyais à la bibliothèque avec un ordinateur portable d'occasion qui chauffait et était lent, m'enseignant des matières supplémentaires via des vidéos gratuites parce que les manuels étaient chers et que personne à la maison n'allait m'aider. La plupart des étudiants construisaient des vies sociales. Je construisais des compétences. Et je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Pas de la manière dont les gens s'y attendent. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant à connaître les règles. Si je voulais quelque chose, je devais le faire arriver. Personne n'allait me donner un avantage, ce qui signifiait que personne ne pouvait me l'enlever non plus. C'est là que mon retrait émotionnel a vraiment commencé. Pas de l'école, pas de la vie, juste d'eux. J'ai arrêté d'appeler Béatrice pour partager de petites mises à jour parce que je savais déjà comment la conversation se déroulerait. Elle écouterait par fragments et reviendrait ensuite à Lucas comme par gravité. J'ai arrêté de lui parler de mes notes, de mes projets, de mes petites victoires. J'ai arrêté d'essayer de lui nourrir une version de moi qu'elle pourrait applaudir parce qu'elle avait déjà décidé qui méritait les applaudissements. Et une fois que vous arrêtez de jouer pour quelqu'un, vous commencez à entendre à quel point votre vie devient calme. Je me suis concentré sur les choses qui me donnaient ce sentiment électrique de progrès. Le moment où une ligne de code fonctionnait enfin. Le moment où un concept faisait tilt, le moment où je réalisais que je pouvais construire quelque chose à partir de rien sans la permission de personne. L'idée de mon application n'est pas venue d'une présentation tape à accent grave-l'œil. Elle est venue de l'épuisement. Je regardais les gens autour de moi s'épuiser, sauter des repas, faire des nuits blanches, vivre comme si leur corps était jetable. J'entendais mes colocataires se plaindre de se sentir comme des zombies, de souhaiter que quelque chose leur rappelle de prendre soin d'eux-mêmes sans avoir l'impression d'être une alarme insistante. Un après-midi, assise à une table de café collante entre deux services, cela m'a frappé si simplement que cela semblait presque stupide. Et s'il y avait un outil propre et simple qui aidait les gens à suivre les bases? Sommeil, mouvement, nourriture, eau, et les pousser d'une manière qui ressemblait à un ami, pas à une conférence. J'ai commencé à l'esquisser dans un cahier bon marché. Des écrans grossiers, des graphiques de base, de petits rappels qui ressemblaient à des SMS au lieu d'avertissements. Je ne l'ai pas dit à Béatrice. Je ne l'ai pas dit à Lucas. Je ne l'ai pas annoncé comme j'avais été formé à le faire quand je voulais de l'attention. J'ai juste commencé à construire. Les nuits se transformaient en routine. Travail, cours, nuits instantanées, code jusqu'à 2 heures du matin, sommeil, répété. La première version était moche mais fonctionnelle. Je l'ai donnée à quelques camarades de classe, leur ai dit d'être brutalement honnêtes, et ils l'ont été. Ils l'ont démoli. Ils m'ont dit ce qu'ils craignaient, ce qui les embrouillait, ce qu'ils voulaient. Et au lieu de le prendre personnellement, je l'ai corrigé encore et encore. De petites améliorations, de petites mises à jour, de minuscules moments où je réalisais que je pouvais gérer la critique sans m'effondrer parce que j'avais géré tranquillement le rejet toute ma vie. Les gens ont commencé à l'utiliser, pas comme une faveur, pas parce qu'ils avaient pitié de moi, parce que cela aidait. Une étudiante l'a dit à son petit ami. Un ami l'a dit à une discussion de groupe. Quelqu'un a laissé un avis aléatoire qui m'a fait pleurer dans une cabine de toilette au travail parce que c'était la première fois que je me sentais vu par un étranger d'une manière que ma propre famille n'avait jamais réussi à faire. Quand l'application a rapporté sa première petite somme d'argent, rien d'impressionnant, mais réel, j'ai regardé les chiffres et j'ai senti quelque chose changer à nouveau plus profondément. Ce n'était pas une question de revenus. C'était une question de preuve. La preuve que la chose que j'avais construite de mes propres mains avait de la valeur. Et plus elle grandissait, plus je me repliais sur moi-même, non pas de manière dépressive, mais de manière disciplinée. J'ai cessé d'avoir besoin de l'attention de ma famille parce que j'étais trop occupé à créer une vie où leur attention ne compterait pas. Quand Béatrice appelait, c'était toujours la même chose. Elle s'extasiait sur les événements de réseautage de Lucas, ses rêves, son potentiel, même quand ses rêves ne se transformaient jamais en rien. Un soir, j'ai essayé de lui parler de mon application. Juste une petite mise à jour.
1000 utilisateurs, des gens utilisant réellement quelque chose que j'avais fait. Et elle a dit les mots qu'elle disait toujours comme un réflexe. C'est bien, ma chérie. Puis elle a immédiatement commencé à parler d'un stage possible que Lucas pourrait obtenir parce qu'un professeur l'aimait bien. J'ai écouté tranquillement, le téléphone à l'oreille, et j'ai senti ce changement interne s'achever. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était le moment où j'ai compris que j'avais fini de m'offrir à quelqu'un qui ne savait m'apprécier qu'en comparaison à quelqu'un d'autre. J'ai arrêté d'en parler après ça. Je les ai laissés croire que je faisais juste des trucs d'informatique et que je survivais à peine. J'ai gardé ma vie petite à l'extérieur, non pas parce qu'elle était petite, mais parce que l'intimité était la première limite que j'avais jamais été autorisé à avoir. Et tandis que Béatrice et Lucas continuaient de vivre dans la même hiérarchie comme si elle était permanente, j'étais déjà parti. Pas physiquement, pas encore. Mais émotionnellement, j'avais déjà quitté leur maison. J'étais déjà sorti de leur orbite. Le reste de l'histoire, l'argent, la vente, la table de Noël n'était que le moment où ils ont finalement remarqué l'espace que j'avais tranquillement créé. Le point de non-retour n'était pas le jour où mon application a dépassé le 1 million d'utilisateurs. Et ce n'était pas le jour où le premier acheteur sérieux m'a contacté. Ce n'était même pas le moment où j'ai signé les papiers finaux et regardé un chiffre apparaître sur mon compte qui semblait irréel. Le point de non-retour était plus silencieux que cela. C'était une décision que j'avais prise bien avant Noël, à l'époque où Béatrice pensait encore que ma vie allait bien, et où Lucas me parlait encore comme si j'étais sa petite ombre. Après l'université, j'ai obtenu mon diplôme en avance, non pas parce que je poursuivais une histoire inspirante, mais parce que je ne pouvais pas me permettre de rester plus longtemps que nécessaire. Alors que d'autres étudiants parlaient d'années de césure et de voyage, j'ai signé un bail pour un minuscule espace de bureau dans le quartier technologique de Lyon, un bâtiment gris avec des lumières clignotantes, une moquette LED et une vue sur un parking. C'était la première pièce de ma vie qui m'appartenait entièrement. J'ai rempli des papiers, créé la société, ouvert des comptes, emménagé dans cet espace avec 2 bureaux dépareillés et un canapé d'occasion. Mes journées sont devenues un labeur si constant qu'il a cessé de ressembler à un effort pour commencer à ressembler à une identité. Les matins étaient consacrés aux tickets de support et aux corrections de bugs. Les après-midi aux fonctionnalités. Les nuits aux tutoriels de marketing et à plus de code. Je répondais moi-même à chaque avis. J'envoyais des messages aux utilisateurs qui partaient pour demander pourquoi. J'ai supplié un graphiste en ligne de faire en sorte que l'interface ressemble moins à quelque chose construit dans un sous-sol. Lentement, les chiffres ont grimpé. Les gens ont commencé à partager des captures d'écran de leurs progrès. Des entraîneurs ont demandé à la recommander. Des salles de sport ont demandé une intégration à leur marque. J'ai dit oui à tout et j'ai construit un niveau payant simple. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelques informations supplémentaires pour quelques euros par mois. Quand les revenus d'abonnement ont finalement ressemblé à une vraie entreprise au lieu d'un passe-temps, j'ai embauché 2 développeurs juniors. Des jeunes comme moi, intelligents, affamés, négligés. Nous nous sommes entassés dans ce minuscule bureau, survivant grâce au café bon marché et aux plats à emporter, poussant des mises à jour chaque semaine, regardant quelque chose de réel prendre forme. Et pendant que tout cela se passait, le destin de Lucas a commencé à faire ce qu'il faisait toujours, s'effondrer au moment où il exigeait une discipline réelle. Sa première tentative de start-up est morte rapidement. Il a brûlé une grande quantité de l'argent de Béatrice, l'a fermé et est retourné vivre à la maison comme s'il était normal de se retirer dans la même maison qu'il avait toujours protégée des conséquences. Béatrice m'a appelé en pleurant. Pas à propos de ses propres choix, pas à propos du déséquilibre qu'elle avait créé, mais à propos de la dureté du monde pour son fils. Comment il avait juste besoin d'une bonne opportunité. Comment elle s'inquiétait pour sa confiance. Elle n'a pas demandé ce que je construisais. Elle a demandé si je pouvais être compréhensive. Elle a demandé si je pouvais être solidaire. C'était le même schéma, juste habillé dans un langage d'adulte maintenant. Et quand elle a finalement demandé de mes nouvelles, c'est sorti vague et dédaigneux comme si elle parlait d'un passe-temps que quelqu'un fait le week-end. Ce truc d'appli, ça va toujours ? C'est tout ce qu'elle a dit. C'était l'espace qu'elle me faisait. J'ai gardé mes réponses courtes. Ouais, c'est bon. Je n'ai pas mentionné les revenus. Je n'ai pas mentionné mon équipe. Je n'ai pas mentionné les partenariats que je négociais avec de vraies entreprises. Non pas parce que je me cachais par peur.
parce que je savais déjà ce qui se passerait si je lui disais. Soit elle minimiserait la chose jusqu'à ce qu'elle paraisse inoffensive, soit elle essaierait d'en faire quelque chose pour Lucas et je n'étais plus disposé à être utilisé de cette façon. À peu près à cette époque, un responsable du développement commercial d'une grande entreprise technologique m'a contacté au sujet d'options stratégiques. La réunion a eu lieu dans un immeuble de verre qui sentait le café cher et l'ambition. Je suis entré portant mon seul blazer décent, les paumes moites, essayant de ne pas ressembler à une fille qui dînait encore sur un ordinateur portable. Ils ont proposé d'acheter mon entreprise pour 50 millions d'euros. 50. C'était plus d'argent que mon cerveau d'enfant ne pouvait même contenir. Pendant une fraction de seconde, j'ai imaginé appeler Béatrice. J'ai imaginé sa voix changer enfin. J'ai imaginé qu'elle disait « Je savais que tu pouvais le faire ». Comme si elle m'avait secrètement soutenu depuis le début. Et puis j'ai écouté le reste de l'offre. Il voulait le contrôle total. Il voulait presser l'application pour en faire quelque chose qui rapportait de l'argent d'abord et aider les gens ensuite. Il voulait transformer la confiance en un entonnoir de vente. J'ai dit non. Mes avocats ont agi comme si j'avais perdu la tête. Mais ce non a été la première fois que j'ai ressenti quelque chose qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec le respect de soi. Je n'allais pas laisser quelqu'un d'autre ruiner ce que j'avais construit juste parce que j'avais été entraîné à accepter des miettes. Refuser cette offre a envoyé un message au monde que je n'avais même pas réalisé que j'envoyais. Si un gros joueur me voulait, d'autres le voudraient aussi. Une société de capital risque m'a contacté ensuite. Ils ne voulaient pas acheter, ils voulaient investir. J'ai négocié dur, pris le financement sans renoncer au contrôle, et l'entreprise a grandi plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Nouveau bureau, plus d'embauche, intégration avec les principales plateformes portables, les utilisateurs grimpaient, les revenus grimpaient. J'ai signé pour un modeste Penthouse avec une vue que je regardais encore à peine parce que je travaillais tellement. Je m'habillais toujours de la même manière. Je conduisais toujours une vieille voiture. De l'extérieur, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait du pouvoir, et c'était intentionnel. Le pouvoir est plus facile à protéger quand les gens ne le reconnaissent pas. Puis l'offre qui est restée est venue d'un groupe de santé. Plus grand, plus calme et plus intelligent que le géant de la technologie ne l'avait été. Il ne voulait pas vider le produit. Il voulait garder mon équipe, garder la marque et utiliser leur portée pour la faire évoluer d'une manière qui avait toujours du sens. Ils ont offert 150 millions d'euros. Des mois de négociations ont suivi. Contrat, appel, chiffres qui faisaient sentir ma tête distante de mon corps. Quand j'ai finalement signé, je suis sorti de cette réunion engourdi. Après impôts, après avoir payé des primes à mon équipe, après les frais, j'avais environ 90 millions. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me faire sentir triomphante, mais ne l'a pas fait. Je n'avais pas envie de faire la fête. Je me sentais fatigué. Pas parce que l'argent est lourd, mais parce qu'il vous force à affronter enfin l'histoire dont vous venez. Je n'ai pas appelé Béatrice. Je n'ai pas appelé Lucas. J'ai appelé un psychologue. Assise dans un cabinet calme, j'ai dit à voix haute ce que je ne m'étais jamais permis de dire, qu'être l'enfant invisible ne fait pas que blesser, cela vous recable. La thérapie s'est transformée en moi. J'ai commencé à faire des dons discrètement à des associations à but non lucratif de santé mentale, en particulier celles axées sur les femmes qui ne pouvaient pas se permettre de soins, parce que je savais ce que ça faisait d'avoir besoin d'aide et que personne ne vous prenne au sérieux. Et quelque part dans ces mois, j'ai réalisé que ma colère n'était pas du genre qui voulait crier. C'était le genre qui voulait une conclusion. Pas le genre dramatique. Pas le genre vengeance de dessin animé. Le genre où vous retournez à l'endroit qui vous a appris à être petit et vous regardez ce qui se passe quand vous refusez de rétrécir. C'est là que Noël a commencé à approcher et je me suis retrouvé à regarder les vols de retour vers Lyon. Ma psy a appelé ça une expérience. Vous n'y retournez pas pour être aimé, m'a-t-elle dit. Vous y retournez pour observer. Et j'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Je ne voulais plus l'approbation de Béatrice. Je ne voulais plus le respect de Lucas. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui se passerait si j'arrêtais de les protéger de la vérité. C'était le point de non-retour. Au moment où j'ai réservé ce vol, je savais que l'ancienne dynamique était déjà morte. Il ne l'avait juste pas encore découvert. Quand j'ai dit à Béatrice que je pouvais venir pour Noël, elle a répondu comme si elle venait de récupérer quelque chose qu'elle supposait toujours disponible.
il y avait un empressement dans ses SMS qui semblait presque faux, comme si elle était excitée à l'idée que je revienne au rôle que j'avais laissé derrière moi. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais soudainement libre. Elle n'a pas demandé où je logeais. Elle n'a rien demandé qui l'obligerait à imaginer ma vie comme réelle et séparée de la sienne. Elle a juste dit que Lucas serait là aussi. Et elle a ajouté ce petit cœur comme si elle scellait un souvenir de famille agréable à l'avance. Cela m'a tout dit. Dans son esprit, l'histoire était toujours la même. Lucas était le centre. Elle était la gérante. Et j'étais la pièce supplémentaire qui complétait le tableau quand c'était pratique. Même réserver un hôtel n'a pas été enregistré comme une limite pour elle. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas demandé. Elle ne l'a pas pris personnellement parce que le prendre personnellement nécessiterait de reconnaître que je pourrais avoir des raisons. Et elle était allergique aux raisons quand elles l'impliquaient. C'est le truc avec les gens qui bénéficient d'une dynamique. Ils ne l'examinent pas. Ils supposent juste que c'est naturel. Le matin de Noël, quand je suis arrivé chez elle en voiture, cela s'est déroulé comme elle s'y attendait. L'étreinte rapide, les commentaires superficiels, le pivot immédiat vers les nouvelles de Lucas. Il va tellement mieux. Il a ce nouveau plan. Je suis si fier. Sa voix avait cet éclat répété, comme si elle essayait de le polir devant moi, comme si ma présence était un miroir dont elle avait besoin pour refléter sa valeur. Lucas agissait comme s'il était toujours celui qui avait l'avantage. Ce sourire tordu, les petits commentaires, la façon dont il parlait de mon travail comme si c'était une obsession mignonne qui ne porterait jamais ses fruits. Et Béatrice a laissé faire parce qu'elle l'avait toujours fait. Elle le regardait se moquer de moi comme on regarde deux enfants se taquiner comme si c'était inoffensif. Comme si la cible n'était pas toujours la même. Elle m'a tendu un torchon, m'a mise dans la cuisine, m'a laissé être utile. C'était presque réconfortant pour eux. Je pouvais le sentir. Comme si mon retour validait leur monde. Comme si au moment où j'avais franchi la porte, la hiérarchie s'était remise en place et ils pouvaient se détendre. Béatrice a versé du vin à Lucas sans réfléchir. Elle m'a donné de l'eau comme si je n'avais pas vieilli. Elle parlait de son projet comme si c'était déjà un succès, comme s'il attendait juste que le monde reconnaisse ce qu'elle avait toujours su. Elle m'a même jeté un coup d'œil à un moment donné et a dit, « Tu sais, je lui ai dit que je l'aiderais à le lancer. » Avec ce ton, qui ne demandait pas vraiment mon avis. Elle demandait mon accord. Comme si j'étais censé hocher la tête et confirmer que bien sûr les ressources familiales devraient aller à lui encore une fois. Bien sûr, ça avait du sens. Bien sûr, il méritait un autre coup de pouce. Je n'ai pas réagi. J'ai juste écouté. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a rendu étrangement calme. Ils n'étaient pas cruels parce qu'ils étaient en colère contre moi. Ils étaient négligents parce qu'ils croyaient que j'étais toujours inoffensive. Ils croyaient que j'avais toujours besoin d'eux, que je les voulais toujours, que je voulais toujours une place à leur table assez fort pour avaler tout ce qu'ils me donnaient. Cette croyance les rendait audacieux. Elle les rendait confortables. Elle les rendait négligents. Au dîner, Béatrice a passé les plats à Lucas en premier, Harry a des blagues qui n'étaient pas drôles, s'est penchée vers lui comme elle l'avait toujours fait, comme si le reste du monde pouvait disparaître tant que son enfant chéri se sentait grand. Lucas s'est lancé dans son plan avec une confiance qu'il n'avait pas méritée. Quelque chose à propos d'un magasin d'équipements de sport en ligne, un marché grand ouvert, le genre d'idée d'entreprise qui semble impressionnante seulement si personne ne demande de détails. Béatrice hochait la tête comme s'il présentait un plan pour la grandeur. Elle continuait de dire des choses comme « il a travaillé si dur ». Et cette fois, il est sérieux. Et tout ce dont il a besoin, c'est d'un petit capital. Comme si elle avait déjà décidé qu'elle le fournirait. Et elle l'avait fait. Elle l'avait toujours fait. Le sentiment que tout lui était dû siégeait dans la pièce comme une quatrième personne. Lucas n'était pas gêné de parler du besoin d'aide parce qu'il n'avait jamais appris à ressentir les conséquences. Béatrice n'était pas gênée d'offrir parce qu'elle avait construit son identité autour du fait d'être le genre de mère qui sacrifie tout pour son fils. Et j'étais assise là, sur ma vieille chaise, prenant de petites gorgées d'eau, les regardant répéter le même rituel comme si les 20 dernières années ne leur avaient rien appris. Quand Béatrice s'est finalement tournée vers moi, ce n'était pas par curiosité. C'était parce qu'elle se souvenait qu'elle était censée faire un effort poli. « Alors, Manon » a-t-elle dit en coupant sa dinde. « Tu fais toujours ton boulot d'informatique, n'est-ce pas ?
Tu travailles toujours sur cette application. Ce n'était pas une vraie question. C'était une case à cocher. J'ai répondu comme je l'avais toujours fait. Ouais, j'y travaille toujours. Et elle a souri, soulagée, parce que cela signifiait qu'elle n'avait pas à s'engager. Tant que tu peux payer tes factures, a-t-elle dit sur ce ton léger que les adultes utilisent quand ils parlent à quelqu'un qu'ils ne prennent pas au sérieux. Et Lucas a saisi cette ouverture comme si c'était son droit. Il a souri en coin, a fait tourner son vin et a dit « Elle va bien, maman. Elle a son petit projet. » Puis il m'a regardé, cette lueur condescendante s'aiguisant, et il a dit la phrase qu'il attendait de dire toute la soirée, celle qui le faisait se sentir plus grand. « Tu perds toujours ton temps sur cette boîte sans valeur. » Béatrice ne l'a pas corrigé. Elle n'a pas bronché. Elle n'a même pas eu l'air mal à l'aise. Dans son monde, il était normal qu'il me parle de haut. Il était normal que je l'accepte. Et à ce moment-là, je pouvais sentir à quel point ils étaient sûrs d'eux. Sûrs que rien de ce que je faisais ne comptait. Sûrs que Lucas serait toujours celui sur qui il valait la peine de parier. Sûrs que je serais toujours la sœur silencieuse qui absorbait le manque de respect et gardait la paix. Il pensait avoir gagné parce qu'il pensait que le jeu était toujours le même. Il pensait avoir gagné parce qu'il ne savait pas que le type de changement le plus dangereux s'était déjà produit en moi. Je n'étais pas là pour argumenter. Je n'étais pas là pour plaider pour de l'espace. Je n'étais pas là pour leur demander de me voir enfin. J'étais là parce que j'avais déjà construit une vie où leur vision ne me définissait pas. Et maintenant, je voulais regarder ce qui se passerait quand j'arrêterais de rétrécir pour protéger leur confort. Leur confiance était presque douce dans sa négligence. Lucas parlait comme un roi parce qu'il croyait toujours qu'il possédait la pièce. Béatrice souriait comme une femme qui croyait encore que son histoire familiale était intacte. Et j'étais assise là, parfaitement immobile, parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que les prochains mots qui sortiraient de ma bouche allaient changer l'atmosphère d'une manière dont ils ne pourraient pas se sortir par la parole. Et au moment où j'ai décidé de laisser cela se produire, l'ancienne hiérarchie s'effondrait déjà. Il n'avait juste pas encore entendu le craquement. Quand Lucas a dit « sans valeur », je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. Ce besoin était mort il y a des années par désuétude. J'ai juste regardé son visage alors qu'il savourait le mot comme il l'avait toujours fait, comme s'il me lançait quelque chose qu'il croyait qui atterrirait. Béatrice regardait aussi, non pas pour me protéger, mais pour voir si je réagirais d'une manière qui perturberait le confort de la table. L'ancienne version de moi aurait ri poliment, peut-être fait une petite blague, peut-être changé de sujet. C'est ce qu'ils attendaient. C'est sur quoi ils comptaient. Mais je n'étais plus là pour rendre les choses faciles. J'ai laissé un temps de silence s'étirer juste assez longtemps pour que la pièce le sente. Et puis j'ai haussé les épaules légèrement comme si la conversation m'avait ennuyé. En fait, ai-je dit, calme. Je l'ai vendu. L'air a changé si vite que c'était presque physique. Lucas a laissé échapper un petit rire comme s'il avait entendu une blague et ne voulait pas me donner la satisfaction de la prendre au sérieux. Béatrice s'est figée avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, les yeux se tournant vers moi avec une attention soudaine et inconfortable, le genre qu'elle ne donnait jamais à moins que quelque chose ne menace la position de Lucas. « Tu l'as vendu ?» a répété Lucas, faisant des guillemets avec ses doigts comme s'il se moquait d'un enfant jouant à faire semblant. « À qui ? Ton coloc ? » Je n'ai pas souri. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Un groupe de santé, ai-je dit, et dire ces mots à voix haute dans cette maison semblait étrange, comme parler une langue qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Lucas s'est adossé à sa chaise, souriant toujours en coin, toujours en sécurité dans son hypothèse que je ne pouvais pas avoir fait quelque chose de réel sans qu'il le sache. « D'accord », a-t-il dit, la voix dégoulinant de sarcasme. « Alors quoi ? Tu as gagné quoi ? Quelques centaines de milliers d'euros, assez pour déménager de ta boîte à chaussures. » Béatrice me fixait maintenant, les yeux écarquillés, comme si son cerveau essayait de rattraper une réalité à laquelle elle ne s'était jamais préparée. « Combien ?» a-t-elle demandé, doucement, presque avec peur, comme si elle ne voulait pas entendre la réponse, mais ne pouvait pas s'en empêcher. Lucas est intervenu plus fort, plus tranchant. « Ouais, combien exactement ?» Il y avait un défi dans ses yeux. Le même défi qu'il avait toujours porté. La croyance que peu importe ce que je disais, il serait toujours au-dessus de moi. J'ai soutenu son regard et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait à cette table auparavant.
J'ai contrôlé le rythme. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. Je les ai laissés attendre. Puis je l'ai dit simplement, sans emphase, sans livraison théâtrale, comme si je lisais un reçu. 150 millions. La mâchoire de Lucas est tombée si fort qu'on aurait dit que son visage avait oublié comment fonctionner. La fourchette de Béatrice a glissé de ses doigts et a cliqueté contre son assiette, le son net dans le calme soudain. Sa peau s'est vidée de sa couleur comme si quelqu'un avait tiré une prise. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Béatrice a chuchoté, « Ce n'est pas drôle, Manon. » Sa voix tremblait comme si elle me suppliait de retirer ce que j'avais dit. Pas parce qu'elle se souciait de mes sentiments, mais parce qu'elle avait besoin que le monde qu'elle avait construit reste intact. Lucas est sorti du choc et s'est jeté sur le déni comme si c'était un radeau de sauvetage. « Tu mens » a-t-il dit. « Personne ne paie autant pour une appli de téléphone stupide. Tu n'es même pas si intelligente. » Il l'a dit avec panique dans la voix parce que l'insulte n'était plus destinée à me blesser. Elle était destinée à le sauver. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas énuméré mes réalisations. Je ne leur ai pas dit ce que j'avais sacrifié. J'ai juste sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai tourné l'écran vers eux. J'avais mon application bancaire ouverte, non pas parce que je voulais me vanter, mais parce que je savais exactement comment cela se passerait. Les gens qui vous ignorent pendant des années ne vous croient pas soudainement quand vous parlez. Ils croient aux chiffres. Béatrice s'est penchée, les yeux parcourant les chiffres, les lèvres bougeant alors qu'elle essayait de compter les virgules, son expression s'effondrant en quelque chose entre l'incrédulité et la honte. Lucas lui a arraché le téléphone, les mains tremblantes, faisant défiler comme s'il s'attendait à ce qu'une trappe s'ouvre, comme s'il s'attendait à ce que je révèle que c'était une fausse capture d'écran. Quand il n'a pas pu trouver le mensonge, il a saisi son propre téléphone et a commencé à taper furieusement, comme le font les gens peu sur deux quand la réalité ne correspond pas à l'histoire qu'ils se sont racontée. Quelques secondes plus tard, j'ai vu son visage se durcir alors qu'il trouvait l'article. Ses lunettes reflétaient le titre. Il a fait défiler, marmonnant des phrases dans sa barbe. Et je savais qu'il lisait les mêmes mots que j'avais lus une fois seul au milieu de la nuit en silence avec personne à appeler. Une jeune fondatrice, une application de santé, une vente pour 150 millions. Mon nom, mon visage, la preuve que j'existais. Quand il a relevé les yeux vers moi, la suffisance avait disparu. Les yeux de Béatrice étaient humides maintenant. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» a-t-elle chuchoté comme si je leur avais caché quelque chose qui leur appartenait. « Comment as-tu pu cacher quelque chose comme ça à ta propre famille ?» C'est là que quelque chose de froid et de propre s'est installé dans ma poitrine. Pas de colère, pas de cruauté, juste de la clarté. Parce que dans cette phrase, elle ne s'excusait pas. Elle ne réfléchissait pas. Elle ne demandait pas comment elle avait raté ma vie. Elle m'accusait de refuser l'accès. Elle réagissait comme quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a été enfermé hors d'une pièce qu'il supposait posséder. J'ai expiré lentement, presque amusé. « Tu veux dire comme tu as tout gardé pour Lucas ?» ai-je dit, et ma voix est restée calme parce que je ne le disais pas pour la blesser. Je le disais parce que c'était vrai. Je l'ai nommé un élément à la fois sans élever le volume. L'école privée, les voyages, l'argent qu'elle lui a remis pour sa start-up ratée, la façon dont elle oubliait mes anniversaires ou les traitait comme des corvées. La façon dont elle a pris l'avion pour l'aider à s'installer dans son rêve pendant que je déménageais seul avec une literie d'occasion et aucune photo. La bouche de Béatrice s'ouvrait et se fermait. Elle essayait de former les vieilles défenses. « Ce n'est pas juste », a-t-elle réussi à dire. « Nous avons fait de notre mieux. Nous t'avons soutenu. Nous avons toujours. » Non, ai-je coupé plus sèchement que je ne le voulais, mais toujours sous contrôle. Tu l'as soutenu, lui. Tu as investi en lui. Tu as construit toute ta vie autour de lui. Tu m'as dit que je m'en sortirais. Et puis tu as agi comme si cela signifiait que tu n'avais pas à essayer. Lucas a frappé du poing sur la table, faisant sauter les verres. Et alors, a-t-il crié, la voix se brisant. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Tu penses que l'argent te rend spécial? Tu es toujours la même petite sœur bizarre qui déjeunait seule. Tu as juste eu de la chance. Je me suis levé lentement et la pièce a semblé plus petite. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne battait pas la chamade. C'était presque paisible, comme si le moment dont je m'approchais depuis des années était enfin arrivé, et que j'y entrais simplement.
La chance n'a pas écrit une seule ligne de code, ai-je dit. La chance n'a pas répondu au client à 3 heures du matin. La chance n'a pas refusé une offre de 50 millions parce que ce n'était pas juste. La chance n'a pas construit ma vie. Je l'ai fait. Puis j'ai regardé Béatrice. Vraiment regardé. Et pour la première fois, je l'ai vue sans le brouillard de l'espoir de l'enfance. Elle avait l'air petite, secouée, comme si les fondations sur lesquelles elle s'était appuyée s'étaient fissurées en plein milieu. J'ai parlé doucement, et cette douceur a atterri plus fort que n'importe quel cri n'aurait jamais pu le faire. Tu as tout parié sur le mauvais enfant, ai-je dit. Et maintenant tu es en colère parce que celle que tu as ignorée a appris à gagner sans toi. Béatrice a tendu la main comme si elle allait saisir mon poignet, comme si elle pouvait physiquement me ramener dans mon rôle. Manon, attends, a-t-elle dit, la voix urgente. On peut en parler. Peut-être que tu pourrais aider. Aider ton frère à investir. Nous sommes une famille. Et voilà. Pas d'excuses, pas de responsabilité. Juste une atteinte instinctive à mes ressources, comme si mon succès n'était finalement précieux que parce qu'il pouvait être redirigé vers Lucas. Et ce fut le moment exact où la vengeance est devenue réelle, même si je n'ai pas levé le petit doigt contre eux. Parce que ma vengeance n'était pas de crier. Ce n'était pas de l'humiliation. Ce n'était pas de leur prendre quoi que ce soit. C'était de refuser de leur donner ce qu'ils s'étaient entraînés à attendre. J'ai ramassé mon téléphone, je l'ai glissé dans ma poche et j'ai secoué la tête une fois. Je suis resté soudé, ai-je dit doucement. Pendant des années. Vous ne l'avez juste jamais remarqué. J'ai reculé ma chaise, les pieds raclant le sol avec un son qui ressemblait à la fin de quelque chose. Les lumières de Noël clignotaient à la fenêtre derrière eux, se reflétant sur leurs visages stupéfaits. Je les ai regardés une dernière fois, pas avec triomphe, pas avec pitié, juste avec finalité. Bon dîner, ai-je dit. Joyeux Noël. Et puis je suis sorti. Je les ai laissés assis là avec leur dinde, leur hiérarchie et le silence qu'ils s'attendaient toujours à ce que j'avale. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré dans l'allée. Je ne me suis pas retourné pour voir si Béatrice suivait. Je suis juste sorti dans l'air froid et je suis parti. Et à ce moment-là, la valeur, l'accès et le pouvoir qu'ils avaient supposé leur appartenir pour toujours ont disparu tranquillement. Les retombées n'ont pas explosé au moment où je suis parti. Cela n'est pas venu sous la forme d'un coup de fil dramatique ou d'un effondrement instantané. C'est venu comme les conséquences le font habituellement lorsque les gens ont passé des années à les éviter. Lent, humiliant et indéniable. Ce soir-là, de retour à mon hôtel, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé les lumières humides de la ville par la fenêtre. Je m'attendais à ce que mon téléphone s'allume tout de suite parce que je connaissais Béatrice. Je connaissais Lucas. Je savais à quelle vitesse il cherchait à reprendre le contrôle quand il sentait qu'il leur échappait, mais rien ne s'est passé. Le silence a duré plus longtemps que je ne le pensais, et pendant un bref instant, je me suis presque demandé s'ils étaient assis à cette table en train de réfléchir réellement. Puis le matin est arrivé et je me suis souvenu qu'ils n'étaient pas faits pour la réflexion. Ils étaient faits pour le blâme. Les premiers messages venaient de Béatrice. De longs textos qui essayaient de paraître aimants tout en m'accusant. Elle écrivait sur la famille, sur les malentendus, sur la peine qu'elle avait, sur le fait que j'avais embarrassé Lucas. Elle n'a pas mentionné ce qu'il m'avait dit. Elle n'a pas mentionné les années de déséquilibre. Elle s'est concentrée sur la partie où son histoire parfaite avait été perturbée devant son enfant chéri. Puis Lucas est intervenu et ses textos étaient plus courts, plus tranchants, plus colériques. Il m'a traité d'égoïste, d'ingrate. Il a dit que j'avais tourné le dos aux gens qui m'avaient élevé, comme si m'élever avait été quelque chose qu'ils avaient fait avec intention au lieu de quelque chose qui s'était produit pendant qu'ils se versaient en lui. Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas corrigés. Je ne me suis pas défendu. Il n'y avait plus rien à expliquer. Quelques jours plus tard, le coup suivant est arrivé, et c'était si prévisible que cela m'a presque fait sourire. Une lettre d'un avocat représentant les deux demandants de l'argent, pas une demande, pas une conversation, une exigence. Il voulait une compensation pour le soutien. Il prétendait avoir fourni le logement, la nourriture, l'éducation, le coût de m'élever, 3 millions d'euros. Lire cela ressemblait à regarder quelqu'un mettre une étiquette de prix sur une enfance à laquelle il s'était à peine présenté. Ce n'était pas seulement insultant. C'était révélateur.
Cette lettre ne concernait pas le besoin. Elle concernait le droit. C'était eux essayant de me reconvertir en un actif dont ils pouvaient extraire quelque chose parce que maintenant ils savaient que j'avais de la valeur. J'ai remis la lettre à mon avocat et je lui ai dit que je ne voulais pas de drame. Je voulais de la distance. Il a répondu dans un langage plus froid que je ne pourrais jamais parler moi-même. Poli et mortel, il a refusé. Puis il a joint une ventilation détaillée de l'histoire financière de la famille rassemblée avec mon comptable. Chaque paiement majeur lié à Lucas, l'école privée, les voyages, les tuteurs, les chèques pour son entreprise ratée, les gros virements étiquetés comme aide, et à côté de mon nom, un zéro propre et indubitable. Pas d'investissement, pas de coup de pouce pour les frais de scolarité, pas d'extra, pas même le genre de petit soutien que Béatrice aimait revendiquer plus tard quand elle voulait avoir l'air juste. Juste rien. À la fin de la lettre de mon avocat, il a ajouté une phrase de plus qui a mis fin au fantasme rapidement. S'ils poursuivaient leur réclamation, ces dossiers pourraient devenir publics. C'était la ligne qui a tout fait. Parce que Béatrice ne voulait pas de responsabilité. Elle voulait le contrôle. Et des dossiers publics signifiaient que les gens verraient la vérité qu'elle avait passé des années à habiller en faire de son mieux. Le message suivant d'elle était frénétique et court. Il laissait tomber. Oublie les avocats. Soyons juste une famille. Ce n'était pas des excuses. C'était une retraite. Et une fois la porte de l'argent fermée, une fois qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas forcer leur entrée dans ma vie financièrement, la dynamique a commencé à s'effondrer d'elle-même. Lucas était déjà instable avant Noël. Il avait vécu sur une confiance empruntée toute sa vie. Une confiance que Béatrice avait gonflée en le protégeant des conséquences. Ma phrase à cette table n'était pas seulement embarrassante pour lui. C'était une crise d'identité. Elle l'a forcé à regarder la possibilité qu'il n'était pas la star. Et les gens comme Lucas ne gèrent pas ce genre de changement tranquillement. Il buvait plus. Il déblatérait. Il a vrillé. Il a commencé à arriver en retard à son travail dans la vente, à s'en prendre à ses collègues, à rentrer à la maison en colère, blâmant tout le monde pour le fait que ses projets ne se concrétisaient jamais. Béatrice essayait de l'apaiser comme elle l'avait toujours fait, inventant des excuses, adoucissant les conséquences, lui disant qu'il était incompris, lui disant que le monde était injuste. Mais le monde ne répond pas au maternage de Béatrice. Le monde répond au comportement. Un jour, Lucas a pété les plombs au travail devant des clients. Il a crié sur quelqu'un qui a filmé. La vidéo s'est retrouvée en ligne dans un groupe local où les gens l'ont reconnu parce que Lucas ne pouvait pas s'empêcher de dire à qui voulait l'entendre que sa sœur était riche et ingrate. Les gens ont fait le lien rapidement. Une semaine plus tard, il était viré. La nouvelle entreprise dont il se vantait, l'idée de magasin d'équipements de sport, n'est jamais vraiment devenue rien de plus que des paroles et des dettes. Il a essayé de la financer quand même. Des cartes de crédit, un petit prêt qu'il ne comprenait pas. Quelques achats désespérés destinés à le faire paraître légitime. Et quand cela a commencé à couler, il a fait ce qu'il avait toujours fait. Il a couru vers Béatrice. Et Béatrice a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a essayé de le sauver. Elle a refinancé la maison. Elle a vidé ce qui lui restait. Elle a versé de l'argent dans le même trou et a appelé ça de l'amour. Mais cette fois, le trou était plus profond que ses ressources. Le filet de sécurité qu'elle avait passé des années à construire pour lui s'est finalement déchiré. En un an, la maison dans laquelle j'ai grandi a été vendue, non pas comme une décision planifiée, mais comme une tentative désespérée de couvrir les dettes et d'arrêter l'hémorragie. Béatrice a déménagé dans un appartement beaucoup plus petit. Sa santé a commencé à vaciller, non pas à cause d'une tragédie, mais à cause du stress, du déni, du fait de vivre à l'intérieur des conséquences qu'elle avait évitées trop longtemps. Les proches qui avaient l'habitude de tourner autour d'elle, ceux qui louaient Lucas et traitaient Béatrice comme la mère fière d'une future réussite, ont commencé à s'éloigner. Les gens n'aiment pas être proches d'un effondrement quand ils savent qu'on pourrait leur demander de l'aide. Et Béatrice, pour la première fois de sa vie, n'avait pas d'histoire brillante pour les distraire. Elle avait la réalité, et la réalité est silencieuse. Ce Noël suivant, je n'étais pas à Lyon. Je n'étais pas à la table de Béatrice. J'étais quelque part au chaud avec un petit groupe de personnes qui me connaissaient sans avoir besoin de me classer. Nous avons nagé, fait de la randonnée, dîné avec vue sur l'océan, et j'ai envoyé un gros don à une organisation qui aide les femmes à se payer une thérapie.
Je ne l'ai pas fait pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que cela ressemblait à la fermeture d'un cercle, donner quelque chose dont j'avais eu besoin un jour sans l'attacher à quelqu'un qui l'utiliserait contre moi. Le seul message que j'ai reçu ce jour-là de ma famille ne venait pas de Béatrice ou de Lucas. Il venait d'une cousine plus jeune. Elle avait vu un article sur moi et a dit que mon histoire la faisait se sentir moins folle d'être négligée dans sa propre maison. Ce message comptait plus que tout ce que Béatrice aurait pu dire. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'appeler n'importe quand. Et elle l'a fait. Au cours des mois suivants, je suis devenu ce dont j'avais besoin quand j'avais 16 ans. Une voix calme qui ne rejetait pas. Une personne qui écoutait. Quelqu'un qui pouvait guider sans contrôler. C'était ça le truc étrange avec le karma. Il n'a pas seulement puni ma mère et mon frère. Il a aussi réorganisé ma vie en quelque chose de plus sain. Des mois plus tard, une enveloppe est arrivée à mon bureau. C'était une lettre manuscrite de Béatrice. Pas un SMS, pas une demande. Du papier, comme si elle essayait de rendre la chose sérieuse. Elle écrivait qu'elle était désolée. Elle a admis qu'elle avait favorisé Lucas. Elle a admis qu'elle ne m'avait pas vu. Elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière. Elle a dit qu'elle espérait que je pourrais lui pardonner. Elle a dit, peut-être qu'on pourrait recommencer. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai relu. Et je n'ai rien ressenti de dramatique, pas de triomphe, pas de douleur, juste une reconnaissance tranquille que les excuses ne changeaient pas le passé. Elles ne faisaient que le confirmer. Je n'ai pas encadré la lettre. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je l'ai mise dans un tiroir parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait le seul pardon qui comptait. Je m'étais pardonné de ne pas avoir pu la réparer. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne les ai pas sauvés. Je ne suis pas rentré dans le système qu'ils avaient construit juste parce qu'ils les blessaient enfin, eux aussi. Fixer des limites n'était pas une punition. C'était une protection. Et tandis que le monde de Béatrice rétrécissait, le mien continuait de s'étendre. Pas d'une manière tape à accent grave-l'œil, mais de la manière calme et régulière de quelqu'un qui a enfin cessé d'essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été construite pour elle. Après l'arrivée de la lettre de Béatrice, il y avait une partie de moi qui s'attendait à quelque chose. Une vague d'émotions retardées, une vieille douleur qui remonte, une envie de courir en arrière et de prouver que j'étais toujours la bonne fille. Cette envie n'est jamais venue. Je pense que les gens imaginent que lorsque le parent qui vous a négligé l'admet enfin, cela débloque un flot de soulagement. Mais pour moi, le soulagement s'était déjà produit des mois plus tôt. Tranquillement, quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin qu'elle valide ce que j'avais vécu, ces excuses n'ont rien guéri parce que la blessure n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Et les schémas ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un se sent enfin coupable. J'ai gardé la lettre parce qu'elle était la preuve de quelque chose que j'avais toujours su. Mais je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Parce que je n'essayais plus de gérer ses sentiments. C'était le plus grand changement. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été formé à prendre la responsabilité du confort de tous les autres. Si Béatrice se sentait contrariée, j'étais censé m'adoucir. Si Lucas se sentait menacé, j'étais censé rétrécir. Si la famille ressentait une tension, j'étais censé l'absorber. Cette formation est profonde. Elle vous fait confondre le sacrifice de soi avec l'amour. Mais une fois sorti de cela, je pouvais voir à quel point ma personnalité avait été construite autour du fait de me rendre plus facile à ignorer. Je ne voulais plus vivre de cette façon. Lucas a essayé de me contacter quelques fois après que tout a commencé à s'effilocher. Pas d'une manière sincère, d'une manière chaotique. Parfois, il envoyait des messages de colère m'accusant d'avoir ruiné sa vie, comme si sa vie avait été stable avant même que j'ouvre la bouche à cette table. D'autres fois, il basculait dans l'autre sens, agissant comme si nous pouvions passer à autre chose si je l'aidais juste à redémarrer. Le ton changeait au cours de la même conversation. Insulte, puis compliment, puis culpabilité. C'était le coup du lapin émotionnel de quelqu'un qui n'avait jamais appris à se réguler sans public. Je n'ai pas argumenté avec lui non plus. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas essayé de le convaincre que les conséquences dans lesquelles il vivait étaient les siennes. Le silence était la seule réponse qui ne nourrissait pas le cycle. Et je savais en observant Béatrice depuis des années que s'engager ne ferait que leur donner un autre moyen de revenir. Béatrice a envoyé quelques messages de plus, aussi.
Au début, ils étaient prudents, presque humbles, comme si elle essayait une nouvelle personnalité qu'elle ne savait pas comment porter. Elle demandait comment j'allais, comme on demande à un étranger. Elle disait que je lui manquais. Puis, finalement, les vieux instincts filtraient. Elle mentionnait à quel point les choses avaient été difficiles, à quel point son appartement semblait petit, à quel point Lucas luttait, comment elle ne savait pas trop quoi faire. Et je pouvais le voir clairement. Elle voulait un sauvetage sans appeler cela un sauvetage. Elle voulait que je revienne au rôle de système de soutien, le rôle qu'elle ne m'avait jamais offert, mais qu'elle voulait maintenant de moi parce qu'elle n'avait plus d'option. Elle n'a jamais dit « je comprends ce que j'ai fait ». Elle a dit « regarde ce qui se passe maintenant ». C'était toujours centré sur elle, toujours centré sur Lucas, toujours concentré sur ce que je pouvais fournir. C'est là que j'ai compris quelque chose qui a rendu ma poitrine calme et froide de la meilleure façon. L'amour sans responsabilité n'est qu'un accès. Et Béatrice avait passé toute ma vie à traiter l'amour comme un accès. Accès à mon temps, ma conformité, mon pardon, mon silence. Au moment où elle voulait accéder à mon argent, il est devenu évident ce qu'elle pensait que la famille signifiait. La famille signifiait un droit. Cela signifiait le droit de prendre de moi parce qu'elle m'avait donné naissance, même si elle avait passé des années émotionnellement absente. Et je n'allais pas laisser la culpabilité rouvrir une porte que j'avais enfin fermée. Je ne la détestais pas. Je ne lui souhaitais pas de souffrir. Je ne célébrais pas ce qui s'était passé. Mais je ne prétendais pas non plus que c'était mon travail de réparer ça. Je me tenais à l'extérieur des dégâts comme on se tient à l'extérieur d'un immeuble en feu qu'on a passé des années à essayer de réparer. À un moment donné, vous arrêtez de courir à l'intérieur juste parce que quelqu'un crie par la fenêtre. Je me suis investi dans mon nouveau travail. Après la vente, j'ai lancé une autre entreprise. Celle-ci se concentrait sur les outils de santé mentale et les bilans basés sur l'IA. Le genre de système qui aide les gens à reconnaître des schémas en eux-mêmes avant de s'effondrer. Ce n'était pas un projet de vengeance. C'était la continuation de la même chose qui m'avait toujours attiré, construire des structures qui soutiennent les gens qui n'ont pas de soutien. J'ai commencé à parler lors de conférences aussi, pas comme un tour d'honneur, mais parce que je savais qu'il y avait des gens assis dans le public se sentant invisibles dans leur propre vie, et je voulais qu'ils comprennent que l'invisibilité ne signifie pas que vous êtes impuissant. Cela signifie juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne pièce. J'ai raconté des parties de mon histoire dans une conférence une fois, soigneusement, sans les nommer, sans en faire un spectacle. Et après, des femmes sont venues me voir avec des yeux calmes et ont dit « c'était ma maison, aussi ». Ça comptait. C'était le genre de connexion que j'avais toujours voulu, pas l'approbation superficielle que Béatrice rationnait. Pendant ce temps, la famille à la maison continuait de rétrécir dans les conséquences qu'elle avait créées. Lucas passait d'un emploi à l'autre. Il blâmait tout le monde. Il continuait de chercher des raccourcis parce qu'il ne savait pas comment construire quoi que ce soit lentement. Béatrice essayait de le maintenir à flot, mais il n'y avait plus de maison à refinancer, plus de grands filets de sécurité. Regarder cela à distance semblait étrange, non pas parce que c'était satisfaisant, mais parce que c'était prévisible. Je les avais regardés construire cette falaise pendant des années. Je les avais regardés marcher vers elle avec confiance, convaincus que la gravité ne s'appliquerait jamais à eux. Et puis, quand la gravité a finalement fait ce que la gravité fait, ils ont agi comme s'ils avaient été trahis par les lois de la réalité. Les gens me demandaient parfois si je me sentais coupable. Des amis, des collègues, même cette jeune cousine qui m'appelait pour des conseils. Ils le demandaient doucement, comme s'ils essayaient de s'assurer que je n'étais pas froide. Je donnais toujours la même réponse honnête. Je ne me sentais pas coupable de refuser de financer un système qui me nuisait. Les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont le coût minimum du respect de soi. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je n'ai pas offert d'investissement. Je ne les ai pas invités chez moi. Je n'ai pas laissé Béatrice transformer mon succès en la seconde chance de Lucas. La seule chose que j'ai faite tranquillement a été de maintenir une distance qui me permettait de respirer. Et plus je gardais mes distances, plus ma vie se remplissait de choses qui n'impliquaient pas de faire mes preuves. J'ai voyagé parfois. J'ai construit des amitiés qui semblaient stables. J'ai encadré des femmes plus jeunes qui me rappelaient moi-même, intelligentes, fatiguées, sous-estimées, et j'ai réalisé quelque chose de simple. La raison pour laquelle Béatrice et Lucas avaient l'impression de s'effondrer n'était pas parce que je leur avais fait quelque chose.
C'était parce que j'avais arrêté de faire quelque chose pour eux. J'avais cessé d'être la poutre de soutien silencieuse. Je m'étais éloigné et la structure qui dépendait de ma conformité avait commencé à trembler. Ce n'était pas une vengeance par l'action. C'était une vengeance par l'absence. Et je suis restée absente. Pas par méchanceté, par paix. Les gens aiment imaginer la vengeance comme quelque chose de bruyant, une confrontation, une révélation dramatique, un moment où tout le monde applaudit et le méchant s'effondre en larmes. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus calme, et c'est pourquoi cela a fonctionné. J'ai dit une phrase à une table de Noël, et puis je me suis retiré d'un système qui avait passé des décennies à se nourrir de mon silence. Tout ce qui a suivi n'était pas quelque chose que j'avais orchestré. C'était juste le résultat naturel de Béatrice et Lucas rencontrant enfin les conséquences dont ils avaient toujours été protégés. Béatrice a perdu la maison parce qu'elle avait passé des années à traiter le sacrifice financier comme de l'amour. Et elle l'a versé dans quelqu'un qui confondait être adoré avec être capable. Lucas a perdu sa stabilité parce qu'il n'en avait jamais construit lui-même. Et je ne suis pas resté là à sourire pendant que cela se produisait. Je n'ai appelé personne pour faire des commérages à ce sujet. Je n'ai pas posté de citations cryptiques en ligne. Je n'ai même pas ressenti le frisson que les gens pensent que la vengeance est censée vous donner. Ce que j'ai ressenti était un calme lent et inconnu, comme si le monde avait enfin cessé d'exiger que je performe. La lettre d'excuse de Béatrice est restée dans mon tiroir. Je ne l'ai jamais utilisée comme preuve dans une dispute. Je ne l'ai jamais agitée pour qu'elle se sente plus mal. Je l'ai gardée parce qu'elle me rappelait quelque chose d'important. Elle n'a pas changé tant que le coup de ne pas changer n'est pas devenu insupportable. Et ce n'était pas ma responsabilité. Je ne lui devais pas d'arc de rédemption. Je ne devais pas de sauvetage à Lucas. Je me devais une vie où je n'essayais pas constamment de gagner de l'espace. La partie la plus étrange a été de réaliser que la petite fille qui faisait ses devoirs seule à la table de la cuisine n'était pas faible. Elle était formée. Chaque anniversaire ignoré, chaque réussite écartée, chaque « tu t'en sortiras » déguisé en amour avait construit un certain type de résilience en moi. Pas du genre bruyant. Le genre qui apprend à survivre sans applaudissements. Le genre qui construit en silence. Le genre qui n'a besoin de la permission de personne pour continuer. Quand je regarde en arrière maintenant, je ne ressens pas de haine envers eux. La haine signifierait qu'ils ont encore une place en moi. Ce que je ressens, c'est de la distance, une distance propre et finale. Béatrice et Lucas peuvent garder leur version de l'histoire s'ils le veulent. Ils peuvent me traiter d'ingrate. Ils peuvent me traiter de froide. Ils peuvent se dire que j'ai changé. La vérité est que je n'ai pas changé. J'ai juste arrêté de rétrécir. Et au moment où j'ai arrêté de rétrécir, ils ont enfin vu à quel point leur amour avait toujours été petit. J'ai construit une vie où je ne suis pas la chaise supplémentaire. J'ai construit une vie où je n'attends pas d'être choisi. Et je pense que c'est la partie qui les pique encore plus que l'argent ne l'a jamais fait. Parce que ce n'était pas la vente qui m'a rendue puissante. C'était le fait que je sois parti et que je ne sois jamais revenu pour mendier. Alors c'est là que ça se termine. Pas avec la vengeance comme une performance, mais avec la vengeance comme une décision. J'ai retiré ma valeur. J'ai retiré mon accès. J'ai retiré ma loyauté à un système qui ne l'a jamais mérité. Et je les ai laissés avec exactement ce qu'ils avaient construit. Je n'ai pas enfreint la loi. Je n'ai blessé personne. Je n'ai même pas élevé la voix. Je suis juste sorti tranquillement et j'ai laissé la réalité gérer le reste. Et maintenant, quand Noël arrive, je ne ressens pas d'appréhension. Je ne ressens pas de culpabilité. Je ne ressens pas la vieille douleur d'espérer que quelqu'un me verra enfin. Je me sens calme. Froide.